Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois un jeune Foyalais, jeune Martiniquais, il s'appelle Willy Joseph Angélique et il nous parlera de son parcours face au Covid-19, puis aussi autour de lui. Nous parlons de beaucoup de choses. C'est un jeune Martiniquais qui a beaucoup de choses à dire, qui le dit déjà sur certains points sur les réseaux sociaux. Il est très suivi. C'était important aussi de pouvoir le recevoir et discuter avec lui. Bonjour Willy, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mano et bonjour les téléspectateurs de Zouk TV. Alors Willy, tu as été une victime aussi, j'ai envie de dire entre guillemets. Tu peux nous parler de ton expérience avec le Covid, comment tu as combattu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, franchement, j'ai été contaminé, donc il y a à peu près un mois. Je ne pensais pas que j'aurais pu être contaminé parce qu'avec tous les risques que j'avais pu prendre inconsciemment avant, jusqu'alors, je n'avais pas contracté le virus. Bon. Maintenant, j'ai été contaminé comment? Par le variant Delta. C'est ma maman qui a amené sa voiture en révision. Et la réceptionnaire lui a dit que... Enfin, elles ont échangé, des fois, entre Martiniquais. Et elle disait qu'elle sortait de la maladie du variant Delta. Et donc, elle avait repris son travail le jour. Bon, donc, ma maman a déposé la voiture le matin. Elle est revenue la chercher après-midi. Elles ont parlé, tout ça. Et on pense que c'est là que la contamination s'est faite. Comme ma mère a un certain âge, que moi, je vais régulièrement la voir. Donc, j'ai été contaminé chez elle. D'accord. Donc, ta mère a été impactée, elle a été contaminée. Comment elle a vécu ça? Est-ce que c'était une forme grave pour elle? Alors, oui, ça a été grave sur la fin, parce qu'elle n'a pas été prise en charge très tôt. Et d'ailleurs, bon, je ne vais pas citer, mais on a fait venir un médecin à la maison, je ne vais pas dire le nom, qui était censé diagnostiquer, parce qu'elle a commencé par avoir une grippe et puis de la fièvre. Donc, on ne s'est pas inquiété le samedi, le dimanche, et le lundi, on a fait venir le médecin. Il est venu, il a dit non, que ça ne semble pas être quelque chose de très grave et qu'il lui a conseillé de prendre du Doliprane. Et donc, elle insistait pour faire un test. Elle a dit, mais je ne peux pas, j'ai l'impression que ça me donne quelques symptômes, j'ai le nez qui coule et tout ça. Le gars a dit, bon, ben, écoutez, si vous voulez, je vous prescris un test. Et effectivement, elle a fait son test, un test antigénique. Dans la journée, elle a eu les résultats positifs. Et un était en contact avec elle. Donc, moi aussi, j'ai fait un test qui s'est avéré positif, sans symptômes. Ah ouais, tu as absolument... Comment on dit ça encore? Asymptomatique. En fait, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais je ne pense pas qu'il existe des formes asymptomatiques. C'est-à-dire que au début, tu n'as pas vraiment de symptômes, mais tu es déjà porteur du virus. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te sentais déjà mal? Est-ce que ça n'allait pas? Ben, c'est le mardi soir. C'est-à-dire que c'est quand j'ai eu mon résultat. Quand? Le lundi? Le lundi, j'ai eu mon résultat et que je me suis dit, bon, je suis contaminé, je suis moniteur éducateur de formation et j'ai un jeune chez moi en famille d'accueil qui a fait son test qui était négatif. D'accord. Je me suis dit, pour ne pas le contaminer, je vais me confiner chez ma maman le lundi soir. Et c'est à partir du mardi que j'ai commencé à avoir mal de tête et tout ça. Mais j'étais déjà positif puisque le test l'avait déjà révélé. Mal de tête, rhume, après un petit peu de difficulté à respirer et tout ça. Donc du coup, est-ce que tu as été... À partir de cet instant-là, est-ce que tu t'es dirigé vers la MENA? Non, pas du tout. Parce qu'en réalité, bon, j'appartiens à un collectif qui est le collectif Martinique Libre, qui a une position qui est particulière, qui n'est pas contre le vaccin. Pour la grande majorité des personnes, disent simplement, bon, ben, pour le vaccin, on préfère attendre et tout ça. Mais qui aussi favorise les traitements locaux, enfin, ce qu'on appelle les remèdes gaziers, et qui pensent qu'il faut aussi laisser les médecins de ville soigner avec des traitements, des protocoles qui ont fait leur preuve ailleurs et qui pourraient éventuellement nous soigner. Donc, moi, je suis dans cette position aussi. Et donc, quand le médecin nous a prescrit finalement du Doliprane et nous dit d'attendre, et si ça s'aggrave d'aller aux urgences, moi, j'étais contre ce protocole-là. D'accord. Alors, donc, effectivement, on a fait du thé. On a pris de la rada et des choses comme ça, à tout mot. Mais moi, je n'ai pas eu de forme grave, simplement que bon, j'ai une perte de goût, avec une odeur, et puis une perte de goût et d'odorat, et puis un vieux goût ou un arrière-goût dans la bouche pendant toute la période, mais je n'ai rien eu de plus. Ma saturation est restée constante, sauf que ma maman, par contre, elle, ça s'est dégradé. D'accord. Donc, je pense que ce n'était pas totalement suffisant. C'est-à-dire, on peut faire de la prévention avec peut-être des choses, mais je ne suis pas sûr que quand on est dans une forme qui s'aggrave,
qu'on peut totalement régler le problème avec que les remèdes radiés. D'accord. Donc ta mère s'est dirigée vers l'hôpital à ce moment-là. On lui a demandé, parce que j'ai rappelé le médecin qui était venu pour lui dire, mais écoutez, j'ai acheté un saturomètre à sa demande, sa situation s'est dégradée. Parce qu'il m'avait dit le seuil d'alerte était 92 de saturation, il est descendu à 85. D'accord. Donc elle était dans une position d'admissibilité en réanimation, entre guillemets. Mais tous les jours, les chiffres disent qu'il y a 120 personnes qui sont en réanimation. Et tous les jours, il y a des gens qui rentrent à l'hôpital. Et il faut attendre que des gens meurent pour qu'on puisse brancher d'autres personnes. Moi, je me suis dit, est-ce que je vais... Et entre guillemets, j'avais déjà perdu 3 personnes, proches ou moins, dans le couloir des urgences de la Ménard parce qu'ils n'ont pas pu être admis en réanimation, il n'y avait pas de place. D'accord. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je laisse ma mère aller en réanimation, aller dans le couloir et puis mourir? Parce qu'elle était déjà en difficulté respiratoire. Alors, c'est vrai qu'à un moment, j'ai douté. Je me suis dit, mais est-ce que je ne fais pas quelque chose de mal de ne pas l'emmener à l'hôpital? Mais comme j'ai su qu'il y a des médecins qui prescrivaient des médicaments qui soignent, je me suis dit, on va tenter ça. Et si vraiment ça se dégrade toujours, je vais l'emmener à l'hôpital et puis on verra, advienne que pourra. Eh bien, on a été voir un médecin, donc je tirerai le nom, puisqu'il y a des pressions exercées sur les médecins, qui a prescrit un traitement. Alors souvent, on parle d'ivermectine. Ouais. Ça faisait partie du traitement? Ça faisait partie du traitement, mais le médecin m'a très clairement expliqué que ce n'est pas l'ivermectine qui est le médicament qui soigne le Covid. D'accord. C'est un médicament qui va être en complément, comme un vermifuge, entre guillemets. C'est ça. Et que, en fait, le médicament qu'ils ont prescrit, ce sont des corticoïdes. Okay. Mais les corticoïdes, ça peut être dangereux parce que ça va traiter le virus, mais ça va rester dans le corps. Okay. Et c'est l'ivermectine qui est censé justement éliminer ça après pour que ça ne fasse pas des dégâts dans le corps. Donc c'était un peu ce qu'elle m'expliquait. Et en 4 jours, ma mère était debout. Sa saturation est redue. Et puis elle a eu presque aussi de l'oxygénothérapie à la maison. Donc elle a pu bénéficier. C'était très difficile. On a eu du mal à trouver une entreprise qui pourrait livrer l'appareil pour ça. Mais on a pu trouver. Et donc avec l'oxygène, les remèdes radiés qu'on a continué, et puis son traitement, elle s'en est remise au bout de 4 jours. Le traitement médical par le médecin. Médical. Elle s'en est remise au bout de 4 jours. C'est une preuve. Je ne sais pas si ça se fait pour tout le monde. Je ne suis pas scientifique. Je ne peux pas certifier que c'est la méthode. Oui, mais pour nous, ça a fonctionné. Et tu dis que tu n'es pas, en fait, tu n'es pas contre le vaccin. Ceux qui sont pour le vaccin ou qui prennent le vaccin, tu n'es pas contre ça. Non, je ne suis pas contre. Mais c'est ton analyse qui t'a mené à prendre cette décision, parce que si tu l'avais emmené aux urgences et qu'elle n'avait pas accès à l'AREA, ben effectivement... Peut-être que ça serait dégradé et qu'elle serait morte. Ou peut-être qu'ils auraient pu trouver une place aussi, je ne sais pas. Ouais. Mais je n'ai pas voulu tenter. J'ai fait un choix. Tu dis, je vais choisir moins de casse, parce que je sais que ce n'est pas évident. La pression à l'hôpital fait qu'on ne trouve pas de place, même s'ils ont ramené mais il y a quand même des gens qui meurent de ne pas avoir eu la chance d'accéder à la réanimation. Oui. Elle a quel âge, ta mère? Elle a 60 ans. 60 ans. Parce que j'ai entendu dire aussi qu'il y a des histoires de triage et que des fois les médecins sont très embêtés, mais il faut qu'ils prennent une décision entre la personne qui vont... il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Mais alors c'est vrai que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ça. Mais moi je comprends, s'il y a 100 places, qu'on va sauver ceux qui sont pour moi qui ont plus de chances de s'en sortir. On va pas laisser quelqu'un branché. Il y a des gens qui sont branchés pour des cancers ou des trucs comme ça, qui sont mis pendant 2-3 ans. Je connais quelqu'un qui a fait 1 an et demi branché après un AVC, quoi. Et on savait que le cerveau, il se légume. Moi, je trouve que je ne dis pas qu'il faut euthanasier les gens. Je dis simplement que quand il n'y a plus d'espoir, à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Maintenant, ce que je pointe du doigt, ce n'est pas ces décisions-là. Parce que si on a 100 places, on ne peut pas mettre 200 personnes en réa. Oui, c'est clair. Ce que je pense, c'est qu'on pourrait, justement, par rapport au protocole qui a été donné à ma maman et qui, vraisemblablement, fonctionne, avec une surveillance médicale, parce qu'il y avait quand même une infirmière qui passe tous les jours, qui prenait la saturation et tout ça. C'est trouver une façon de permettre aux médecins de prescrire des protocoles qui peuvent fonctionner, parce que bon, il y a quand même eu des signes que ça fonctionne sur pas mal de personnes. Oui. Et libérer l'hôpital. Il y a des gens qui ne sont pas forcément obligés d'aller. Je pense qu'il y a des gens qui ont des comorbidités, qui sont en surpoids et tout ça. Il faut une surveillance particulière. Oui. Il faudrait les admettre effectivement à l'hôpital. Mais les autres, il faudrait les soigner en amont et permettre qu'ils puissent être soignés chez eux
Il y avait des gens qui avaient évoqué qu'on réquisitionne les hôtels pour pouvoir faire ça. Bon, ça c'est une idée. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas directeur de l'ARS, mais toutes ces solutions-là auraient dû être exploitées ou au moins essayées pour éviter qu'on ait autant de personnes qui dégorgent dans l'hôpital, qui se dégradent en fait, par manque de soins. Et moi, je pense que c'est la solution. Maintenant, sur le vaccin, ma position est claire. J'ai considéré, je n'ai pas pris jusqu'à ce jour, parce que j'ai considéré qu'il n'était pas suffisamment mûr. Quand je dis mûr, il y a eu des études poussées, il y a eu de l'argent injecté, il y a eu des gens qui ont travaillé sérieusement sur les solutions. Je ne veux pas les dire qu'ils ne sont pas bons. Je dis simplement que même s'ils ont une solution qu'ils nous présentent aujourd'hui, ils disent simplement que la solution va aider à ne pas aller dans des formes graves. Ça, c'est une bonne chose. Et j'ai pu quand même le vérifier. Hein. Je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai. J'ai un oncle qui a un certain âge, qui a des comorbidités, qui est vacciné et qui a contracté le virus avec 0 forme grave. Et sa fille, plus jeune que lui, a été secouée par la maladie. D'accord. Je ne dis pas que c'est vrai que ça va se faire sur tout le monde. Parce que nous n'avons pas suffisamment de recul. Donc, on ne sait pas. C'est une expérience. Et là, nous sommes dans une phase d'expérience. Tous ceux qui prennent le vaccin, je n'aime pas dire ça. Je ne vais pas dire que ce sont des cobayes. Je dirais simplement qu'ils ont accepté de livrer leur corps à la science. Mais c'est un choix qu'ils doivent assumer ou pas. S'ils ont eu raison, à un moment, ils auront servi de témoins et les autres pourront se dire, mais finalement, ils ont eu raison et se plier. Et ceux qui n'ont pas, qui ne veulent pas prendre l'injection, j'ai plus de vaccin, un vaccin ça soigne. L'injection, c'est une sorte de thérapie si on veut. Ceux qui ont aujourd'hui accepté, qui ne veulent pas du vaccin, ce sont des gens qui sont vigilants, qui ont peur, sur lesquels on n'a pas expliqué la réalité. On peut pas leur reprocher d'avoir peur parce que... mais même ceux qui se sont fait vacciner, ils ont peur aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris le vaccin par peur. Et par contrainte. Et par contrainte aussi. Donc, dans les deux camps, il y a des gens qui sont pas très bien dans leur tête. Et je ne comprends pas pourquoi, entre Martiniquais, on n'arrive pas à comprendre ça. Que ce soit ceux qui sont pour, que ce soit ceux qui sont contre, il n'y a aucune raison de se déchirer. Exactement. Alors moi, ce que je reproche, je dis au peuple, mais j'en fais partie parce qu'à un moment, à force de voir des choses sur Internet, où des gens étaient dans des formes sévères, je dis c'est des formes sévères de sanctions vis-à-vis des gens qui refusaient l'injection, je m'étais mis à faire la guerre à ces gens-là. À trouver des choses pour contrer ce qu'ils disent. Ouais. Parce que souvent, il y a des choses qu'on peut contrer. Il y a des choses qui ne sont pas forcément vraies, qui ne sont pas vérifiables. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais écoute, en fait, on n'est plus en train de défendre des idées, on est en train de défendre des personnes, nous, qu'a fait cancan. Et à ce moment-là, j'ai dit, j'arrête. J'arrête parce que c'est pas l'essentiel. Je vais aller sur le terrain, chercher avec le collectif le vrai du vrai, le faux du faux, savoir et puis essayer d'avoir l'avis des gens pour avoir des expériences concrètes. Et depuis, je ne publie pas de choses dissuadant ni invitant à prendre des injections. Je parle simplement quand je vois quelqu'un qui a fait une publication qui me semble être quelque chose pas scientifique, mais quelque chose qui a du sens, je le publie. D'accord. Alors, sur ça, tu as eu aussi beaucoup de personnes qui étaient pour ou contre ce que tu disais sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Et tu as même été attaqué par des politiques. Comment dire ça, une politique martiniquaise que oui, oui, je vais expliquer un petit peu la situation. Moi, j'ai participé, en fait, malgré que je ne suis pas encore adepte du vaccin, je ne sais pas si un jour je le serai, mais simplement, je dis que je suis vigilant. Je cherche quand même à me documenter, à savoir quelles sont les études, quelles sont les nouveautés. Parce qu'au début, le vaccin soignait, il guérissait, c'était là tout mot. Ouais. Et puis aujourd'hui, on dit que ça soigne seulement ça empêche simplement les formes graves. Donc, les choses évoluent. Et pour rester au fait des choses, je vais sur des forums, je vais dans les... Et donc, il y a une politique martiniquaise qui a fait un forum avec des médecins, simplement pour valoriser le truc. Mais il n'y avait pas eu vraiment de débat. J'ai trouvé un peu bizarre qu'il n'y ait pas de débat.
Et en réalité, à la fin de ce truc, C'est qu'on appelle webinaire, c'est ça? Un webinaire, voilà, ils ont omis d'éteindre les micros et d'éteindre les caméras. Et en fait, il y a un des médecins qui a parlé, qui s'est rendu compte qu'il y a des questions auxquelles elle n'a pas pu répondre parce qu'elle n'a pas vu les questions pendant l'intervention. Et les gens qui faisaient plus ou moins la régulation, enfin, qui reçoivent et qui transmettent des informations, ont choisi les questions auxquelles ils souhaitaient qu'elle y réponde. Donc, voyant ça, un camarade des réseaux sociaux a publié disant, voilà, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il a simplement dit qu'il met ça et qu'à chacun de se faire sa propre idée. Et moi, en voyant ça, je l'ai partagé sur mon Facebook en disant, voilà, là où il y a une manipulation, et en fait, c'est ouais ou pas ouais, quoi, c'est un géwelto. Et donc, la personne qui avait organisé ce webinaire s'est sentie un peu vexée que je puisse mettre en lumière le fait qu'elle ait manipulé un petit peu des questions pour qu'on réponde aux questions qui l'intéressent le plus, et à souligner le fait que je fasse des fautes d'orthographe et m'a invité à aller gérer mes fautes plutôt que m'occuper de ça. Alors je dis simplement que souvent on juge des gens, on méprise des gens sans savoir quelles sont leurs problématiques. Je fais des fautes d'orthographe parce que je suis atteint d'une dyslexie. Je l'ai su très tard parce qu'à l'époque où j'étais à l'école en petite classe, on ne connaissait pas ou on ne s'occupait pas de la dyslexie. C'est très tard que j'ai su que j'avais une difficulté à mémoriser certaines choses et que pour apprendre un mot, il faut que je puisse l'écrire de manière numérique et le répéter plusieurs fois. Il faudrait que je fasse des pages d'écriture numérique. Ou que, par exemple, pour apprendre une poésie, il fallait que je puisse l'enregistrer avec un dictaphone et l'écouter plusieurs fois. Parce que si je lis la poésie plusieurs fois, ça ne rentre pas dans ma tête. C'est en désordre. Je peux dire les phrases en désordre. Donc, ce sont des maladies qui touchent aussi la Martinique, parce qu'on a beaucoup de personnes en situation d'illettrisme, d'analphabétisme, mais qui dues à des dyslexies ou d'autres problématiques. Et donc, je ne me suis pas senti vexé parce que c'est une réalité. Mais simplement, je lui ai invité, quand on a une forme, quand on représente le peuple martiniquais, simplement à prendre un peu de hauteur, quoi. Je ne suis pas dans le cancan, je dis ce que je vois, ça gêne. Oui, on peut me répondre, mais pas toucher à mes problématiques de santé ou personnelles. Bon, je ne veux pas dire à quelqu'un, parce que je ne suis pas d'accord avec elle, qu'il s'est en vagabond, il s'en volait, il s'en ceci. Non, on ne rentre pas dans ça. On est dans un débat, on défend nos idées, puis bon, il y a un qui a tort, il y a un qui a raison. Mais il y a beaucoup de personnes, je crois, après ça, qui se sont emparées de cette histoire-là et qui ont divulgué, qui ont donné leurs commentaires. Ah oui, mais de manière générale, les gens n'ont pas très bien compris cette... Mais ça a fait un tollé. Parce que ce qui est embêtant, c'est que la première fois, j'ai fait un texte en créole et que je me suis filmé parce que c'était pour éviter qu'on ne puisse pas me comprendre si j'écris avec des fautes. Pour dire simplement en créole, pour que tout le monde comprenne que je parle là, je fais quand puis monde là simplement pour m'en dire un bagage qui pas qu'à aller. Bon, c'était plus intéressant que camarade là dit bon ben j'ai trié les questions parce que ni des questions qui pas ni sens quoi. Des fois, il peut y avoir des questions qui n'ont pas de sens. Et puis ça t'est calmé ben là, mais en fait, elle s'est sentie attaquée. Et donc, elle a voulu répondre. Et je pense qu'à son niveau, on ne doit pas se situer dans ce niveau de débat. Donc, après, elle a continué. Et c'est d'où ma deuxième publication. Et j'ai dit simplement que je ne vais pas m'abonner à répondre, à faire des choses. Je réponds une dernière fois et puis j'arrête. Parce qu'elle m'a insulté cette fois-ci sur la page. Et des gens ont très mal pris ça. Les gens m'ont envoyé des captures où elle dit le chrétien, l'imbécile, on fait des choses comme ça. J'ai envoyé les trucs pour que le peuple puisse voir à qui ils ont affaire, c'est tout. Bon, maintenant, je n'ai pas d'animosité envers qui que ce soit, même envers madame. Je vais dire son nom, envers madame. Je peux reconnaître des qualités chez elle, de mener des dossiers, de se battre pour que des choses avancent. Mais je peux aussi dire qu'à certains moments, elle exagère dans son langage. Et donc, quand on se prête au jeu électoral et quand on décide de devenir une personnalité publique, eh bien, soit on soigne son image ou soit on prend des coups. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est le revers du bâton. Le peuple lui a démontré qu'il n'approuvait pas ses méthodes. Maintenant, si ça lui a servi à s'améliorer, tant mieux. Si ça ne lui a pas servi, mais je pense qu'elle aura des sanctions électorales de plein. Les gens aujourd'hui sont pas dupes. Les gens sont repoussés de la politique pour tout ça, pour le comportement des gens. Césaire disait, tous les hommes ont même droit, mais du commun lot, il y en a qui ont plus de devoirs que d'autres. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu prends un devoir, tu as aussi des obligations
Alors, celui qui n'est pas politique, il peut dire à quelqu'un d'aller chier sur la route. Mais quelqu'un qui a pris une fonction, qui représente le peuple, ne peut pas le faire. Et on a aussi, il y a plus de devoirs. Quand on prend des engagements de ce type, il faut savoir se contenir. Ça rappelle aussi une phrase lors de la plénière, je crois, en 2010 et 2015, chien habillé en monde. Mais je l'ai repris un peu pour l'attaquer, pour un peu Je disais que ma grand-mère me disait tous les jours, ne t'attarde pas sur certaines choses. J'ai grandi beaucoup avec ma grand-mère. Elle disait, ne t'attarde pas sur certaines choses, laisse les chiens aboyer et la caravane passe. Ma grand-mère disait ça. Et j'ai fait un sobriquet en disant qu'il fallait laisser les chiens et autres chiens habillés au monde passer quand... Bon, c'était un peu pour la taquiner, mais c'était pas pour relever ça. Au contraire, ça m'a un peu peiné parce que j'ai milité beaucoup auprès de Madame Conconne. Hein. Elle était au Parti progressiste. Je suis un progressiste depuis mon jeune âge. Et je trouvais que ça dégradait un petit peu l'image du parti en ayant des comportements tels. Bon, maintenant, on peut avoir des excès de colère. Tout le monde, on a quand même du sang. Je ne vais pas la blâmer pour ça, lui mettre la corde au cou. Mais simplement dire qu'il faut qu'on se contienne davantage quand on exerce des missions et d'utilité publique, qu'on est au contact des gens, même les fonctionnaires qui sont à l'accueil de la mairie ou au standard de la CAF, doivent avoir une posture. C'est pas monsieur tout le monde, c'est pas la vendeuse de poissons. Et même la vendeuse de poissons, aujourd'hui, elle soigne son image. Ben oui, tu as quand même mon petit doudou, ceci, cela. Exactement, donc c'est ça. Alors, tu as aussi communiqué beaucoup pendant la campagne électorale. Il y a beaucoup de postes qui étaient diffusés. Oui. À un certain moment, j'ai même pensé peut-être que tu serais sur une liste alors, cette élection. J'ai eu effectivement... Parce que pour un jeune de ton âge, je ne pensais même pas que tu avais déjà l'âge que tu m'as dit. Je te pensais bien plus jeune. Oui, non, j'ai trouvé que tu avais des positions très intéressantes et tu expliquais bien les choses, de ce que j'ai pu lire sur les réseaux. Alors, c'est vrai que, je vais toujours le dire, j'ai grandi, je suis un progressiste, j'ai grandi au Parti progressiste. J'ai commencé à fréquenter le parti, j'avais 17 ans. J'ai pris ma carte, j'avais 20 ans. Et j'ai passé des années toujours à militer dans ce chemin-là. Donc, j'ai fait campagne pour Serge Letchimy, que je considérais être l'un des candidats les mieux placés pour pouvoir, d'une part, gagner la CTM, parce qu'il fallait... Je ne suis pas sur un combat d'homme, Marie Janot, c'est simplement que le projet politique que portait Alfred Marie-Jeanne pour la Martinique n'allait pas dans l'intérêt du progrès. En étant progressiste, il faut un progressiste pour redresser la trajectoire politique et sociale, économique de la Martinique. Donc, j'ai soutenu et je continuerai à soutenir tous ceux qui vont dans l'intérêt du progrès. Et donc, je me suis engagé fortement dans cette campagne auprès de Serge Letchimy pour pouvoir délivrer la Martinique d'un embargo que je considérais qu'Alfred Marie-Jeanne avait fait. Aujourd'hui, je suis un progressiste, mais je soutiens la démarche, je soutiens le programme, je soutiens le projet. Je ne suis pas un inféodé où chaque fois qu'il y a un... comment dirais-je, parce que je suis du parti, je suis d'accord et puis ça, non. Mais simplement, chaque fois qu'il y a quelque chose qui mérite d'être soutenu, je suis... Alors maintenant, pour répondre sur la question des listes, je n'ai pas été sollicité par le candidat Letchimy pour sa liste, parce que je suppose qu'il avait besoin de personnes compétentes dans des trucs. Et chaque fois qu'il y a élection, les gens pensent que leur simple personne, leur simple nom ou leur notoriété est de droit pour qu'ils fassent partie d'une liste. Moi, je considère que ce n'est pas vrai. Moi, si un jour je suis candidat à quelque chose, je voudrais un spécialiste dans chaque thème et chaque prérogative que la collectivité pour laquelle je me présente puisse m'aider, parce qu'on n'est pas un spécialiste de tout. Après, effectivement, des fois, il y a des gens qui, par leur autorité, vont apporter des voix. Bon, ça, c'est des choix électoralistes, des choix politiques. Je respecte. J'ai été sollicité, par contre, par trois autres listes que celle que j'ai soutenue. Par rapport à tout ce que tu disais sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, parce que des gens me connaissent. Bon, ils savent que j'ai toujours milité. Des gens m'ont dit, mais écoute, moi, je suis prêt à ce que tu sois sur ma liste parce que j'ai besoin d'un jeune comme ça pour défendre tel projet, tel truc. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis assez carré et je respecte la parole donnée. Quand je milite dans un domaine, tant que je ne suis pas sorti du truc, je ne pourrai pas aller à l'encontre. J'ai toujours dit, l'autorité ne se contredit pas. Je peux ne pas être d'accord avec quelque chose, mais tant que je suis dans la dynamique, je n'irai pas à l'encontre. Je vais exprimer dans un débat ma différence,
Mais je ne vais pas aller à l'encontre. D'accord. En tout cas, c'est bien. J'ai lu tout ça et j'ai trouvé que vraiment tu faisais pour un jeune un très très bon travail. Qu'est-ce que tu penserais que... Est-ce qu'on a besoin d'un renouvellement de la classe politique en Martinique? Alors, un renouvellement pour un renouvellement, je pense que ce n'est pas... Il faut renouveler, oui, parce que on ne peut pas avoir des hommes providentiels qui vont durer à vie. Et parce que le jour où la vie, ces gens-là, sans le vouloir, Oui, mourront, disparaîtront, ça voudrait dire que la vie s'arrête. Ouais. Non, il faut penser justement à renouveler, à former des personnes, à permettre à des personnes d'acquérir des compétences pour pouvoir occuper des fonctions. Mais ce que je dis, c'est pas des titres qu'on donne aux gens. Ce sont des fonctions qu'ils habitent. Et habiter une fonction, il faut être capable et avoir les compétences pour pouvoir le faire. Donc je dis oui, il faut former la jeunesse pour occuper demain les fonctions. Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que ça se fait? Est-ce qu'on est déjà en train de former la jeunesse? Est-ce qu'on ne retrouve pas toujours les mêmes au poste? Alors, ça se fait dans certains partis, dans certains mouvements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne donne pas suffisamment aux jeunes les fonctions qui permettent justement d'accéder à la responsabilité. Ils sont souvent en seconde ligne. Bon, mais il y a quand même des gens qui font leurs armes. Maintenant, il y a aussi des mouvements jeunes qui se créent. Il y a je ne vais pas les citer, mais il y a des mouvements jeunes qui se créent. Et c'est là que je dis que ça peut être dangereux, parce que sans fondement, sans formation, sans idéologie, si on crée un mouvement simplement pour contester quelque chose, à mon avis, on n'est pas dans le vrai. Et on risque d'avoir des problèmes. Sauf que si jamais ils accèdent au pouvoir, sans être formés... Exactement, ça que je dis, ça peut être dangereux. Et bon, maintenant, je ne dis pas qu'il y a que des jeunes ignorants et qui ne connaissent pas. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas eu d'expérience politique, mais qui ont une connaissance. Je prends l'exemple simplement, je ne fais pas de la propagande pour qui que ce soit, de la mairesse de Ducos. Ce n'est pas quelqu'un que j'attendais à une autre responsabilité à la mairie, parce que je me dis, mais elle n'a pas beaucoup d'expérience dans la gestion de collectivité. Bon, après 2 ans, je pense qu'elle se débrouille quand même pas mal. Peut-être qu'il y a des choses encore à voir, il y a de l'expérience à voir, mais elle se débrouille pas mal. Et ça me fait quand même changer de position. Je me dis, mais peut-être qu'il faut aussi que les jeunes aillent à la responsabilité, parce que tous ceux qui sont expérimentés, c'est parce qu'à un moment, ils ont commencé par quelque chose. Bien sûr. Donc, je pense que peut-être aussi, il faudrait que davantage les jeunes soient candidats à des élections ou qu'ils essayent de soutenir des causes ou de se trouver sur des listes. Pourquoi pas? En tout cas, merci beaucoup, Willy, Joseph Angélique, d'être venu nous expliquer. Tu réaffirmes que tu n'es pas un anti-vax ni un pro-vax. Non, pas du tout. Les deux situations sont à explorer, à écouter, à découvrir, exactement. À analyser. Contrairement à ceux qui vont stigmatiser ceux qui ont pris le vaccin, moi je dis que je les trouve courageux de s'être livrés à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ça va nous servir comme, c'est dommage, mais ça va quand même nous servir comme expérience. Je pourrais dire, mais ça fait 2-3 ans que celui-là s'est vacciné, il n'y a pas ni pièce problème, il n'y a telle maladie. Donc finalement, si par exemple on fait AVC, on peut prendre un vaccin parce que il y a 4-5 personnes qui prennent et puis ça va faire rien. Bon. C'est ça. Mais je dis, moi je serais favorable à ce qu'on attende que ça soit suffisamment mûr pour pouvoir l'imposer. Parce que pour moi aujourd'hui, c'est pas possible. On n'a pas suffisamment de recul. Il y a des gens qui meurent pas de l'injection, mais qui meurent parce qu'ils ont pris l'injection et que ça a déréglé autre chose. Donc, on ne peut pas le faire du tout venant comme ça. Il faut attendre que les choses soient mieux. Maintenant, il faut permettre aussi aux médecins de ville de soigner, parce qu'après tout, ce sont... Exactement. Et puis, il faut surtout dire que même si un jour les choses sont mûres, moi, je ne suis pas d'accord qu'on touche à la démocratie. On peut considérer que le vaccin, c'est bon, c'est meilleur que tout. Et on peut le prouver un jour scientifiquement, mais on ne peut pas obliger les gens à le prendre quand même. Donc il faut laisser aux gens le choix de le prendre et ne pas les contraindre et leur donner, si on veut, des sanctions parce qu'ils n'ont pas pris le vaccin. Il faut leur laisser face à leurs responsabilités. Je n'ai pas emmené ma maman à l'hôpital, elle aurait pu mourir, je me serais voulu. Mais moi, je ouais, que ma femme mauvais bagaille. Mais si les gens ne prennent pas le vaccin et puis que finalement, c'est variant qui arrive et qu'il y a mort, mais il y a ça. Mais on ne peut pas obliger les gens. Ouais. Il faut respecter le choix de chacun. Merci beaucoup, Willy. Merci bien. Oui. Merci, Manuela, pour la réalisation. Merci à vous chez vous
pour nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit sur Zouk Télévision, selon si vous regardez l'émission en direct ou en rediffusé. À bientôt.